Arrête de te justifier. Chaque fois que tu te justifies, tu perds du pouvoir. Dès l'instant où tu t'expliques trop, tu remets ton récit et ton autorité entre les mains de quelqu'un d'autre. Le silence, la retenue et le mystère créent une influence que les mots seuls ne pourront jamais atteindre. Regarde autour de toi. Ceux qui inspirent le respect ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce ne sont pas ceux qui défendent chaque décision, justifient chaque erreur ou supplient d'être compris. Le pouvoir ne vit pas dans les explications, le pouvoir vit dans la retenue. Il y a 500 ans, Niccolò Machiavel l'avait compris avec une clarté brutale. Dans Le Prince, il n'enseignait pas aux dirigeants comment être aimé, mais comment rester en contrôle. Et l'une de ses leçons les plus sombres et inconfortables était celle-ci. Au moment où tu ressens le besoin de t'expliquer, tu as déjà perdu du terrain. Pourquoi ? Parce que les explications te placent en dessous de celui qui écoute. Elles te transforment en accusé. Elles invitent au jugement, au débat et au doute. Réfléchis-y. Quand quelqu'un t'accuse et que tu te précipites pour te défendre, quel message envoies-tu ? Que son opinion compte plus que ton autorité. Machiavel comprenait la psychologie humaine bien avant que le terme n'existe. Il savait que la plupart des gens jugent avec leurs yeux, pas avec leur esprit. Ils n'analysent pas profondément la vérité, ils réagissent à l'apparence. Et l'apparence de quelqu'un qui explique trop est simple, incertain, ébranlé, exposé. Le silence, en revanche, fait quelque chose de dangereux. Le silence met les gens mal à l'aise. Le silence crée du mystère. Le silence force les autres à imaginer. Et ce que les gens imaginent est souvent bien plus puissant que la réalité. Dans la vie moderne, cette leçon est encore plus cruciale. Nous vivons dans un monde où chacun se sent en droit d'exiger des explications. Réseaux sociaux, travail, relations. Tout le monde veut accéder à tes raisons, à tes pensées, à tes peurs. Et plus tu donnes, plus tu parais faible. L'explication a été vendue comme de l'honnêteté, mais Machiavel appellerait cela de l'auto-sabotage. Cette vidéo ne parle pas d'être impoli ni cruel, elle parle de protéger ton autorité. Car lorsque tu cesses de te justifier, quelque chose d'étrange se produit. Les gens écoutent plus attentivement. Ils choisissent leurs mots avec plus de prudence. Ils hésitent avant de te dépasser. Tu deviens plus difficile à lire, plus difficile à contrôler, plus difficile à défier. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le silence, la retenue et l'ambiguïté contrôlée peuvent te rendre intouchable, sans crier, sans agressivité, sans mendier le respect. Ce sont des stratégies machiavéliques adaptées au monde moderne, simples à comprendre, brutales dans leurs effets. À la fin, tu ne ressentiras plus jamais l'envie de trop t'expliquer, car une fois que tu comprends comment le pouvoir fonctionne réellement, tu ne le donnes plus aussi facilement. Commençons. Première règle. Rester silencieux sous l'attaque. Au moment où quelqu'un t'attaque, t'accuse ou te met sous pression pour répondre, ton instinct te crie de t'expliquer. Ton esprit se précipite pour défendre ton image, ton intention, ta version des faits. C'est exactement le piège. Le pouvoir n'est pas perdu quand on t'attaque, il est perdu quand tu réagis émotionnellement à l'attaque. La logique machiavélique est impitoyable mais juste. En te défendant précipitamment, tu acceptes le cadre de l'agresseur. Tu acceptes implicitement qu'il a le droit de te juger. La conversation passe de ton contrôle au sien. Tu cesses d'être l'autorité et deviens l'accusé. Le silence brise immédiatement cette dynamique. Il refuse le cadre. Le silence sous l'attaque n'est pas une faiblesse, c'est une perturbation psychologique. La plupart des gens s'attendent à de la résistance, des excuses ou des réactions émotionnelles. Quand rien ne vient, ils ressentent de l'incertitude. Et cette incertitude joue en ta faveur. L'attaquant commence à douter de sa propre position. Il se demande s'il est allé trop loin, s'il a mal compris ou si tu sais quelque chose qu'il ignore. Cette hésitation est l'endroit où le pouvoir te revient discrètement. Rester silencieux ne signifie pas se figer par peur. Cela signifie rester posé et délibéré. Le langage corporel compte. Visage calme, posture relaxée, regard stable, pas de mouvement précipité, pas de geste nerveux. Ton immobilité envoie un message plus fort que n'importe quel mot. Elle dit que tu n'es pas menacé, que leurs paroles n'ont pas atteint leur cible, que tu es au-dessus du besoin de te défendre. Quand tu parles trop vite, tu donnes des informations, tu révèles des émotions, des priorités et des vulnérabilités. Un attaquant écoute attentivement pour détecter des failles. Le silence lui refuse cet accès. Il ne peut pas tordre les mots que tu n'as jamais donnés. Il ne peut pas contester une position que tu n'as jamais expliquée. Il se retrouve à combattre des ombres. Cette stratégie fonctionne parce que la plupart des confrontations ne portent pas sur la vérité, mais sur la domination. Les gens attaquent pour tester les limites, pour voir à quelle vitesse tu plies.
Le silence réussit ce test. Il montre que la pression ne te contrôle pas. Il force l'autre à porter seul le poids de la confrontation, et ce poids devient vite inconfortable. Il y a un autre avantage au silence sous l'attaque. Il t'achète du temps. Du temps pour observer, pour lire la situation, pour comprendre les motivations. Pendant qu'ils parlent, ils se révèlent, leur ton, leur insécurité, leur agenda caché. En ne coupant pas avec une défense, tu récoltes de l'information sans rien donner. Et beaucoup de fois, les attaquants finissent par se dévoiler. Ils parlent trop, ils exposent leurs émotions, ils se contredisent. À ce moment-là, tu ne réagis plus, tu choisis si et comment répondre. Et bien des fois, le geste le plus fort est de dire très peu, voire rien du tout. Le silence transforme l'attaque en performance à sens unique. Plus il s'emporte, plus tu parais calme. Et aux yeux des observateurs, ce contraste décide de qui détient l'autorité. Deuxième règle, répondre avec un détachement calme. Après le silence, la couche suivante du pouvoir est le contrôle émotionnel. Le détachement calme ne consiste pas à faire semblant de s'en moquer, il consiste à refuser de laisser les autres voir ce qui t'affecte. Machiavel comprenait que les émotions, une fois visibles, deviennent un levier. Dès que quelqu'un perçoit la panique, la colère ou l'insécurité, il sait exactement où appuyer ensuite. La plupart des gens perdent leur autorité non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils paraissent perturbés. Leur voix change, leur posture se tend, leurs mots s'accélèrent. Ces signaux minuscules annoncent que la défi les a touchés. Le détachement calme ferme totalement cette porte. Il crée l'impression que rien d'extérieur n'a le pouvoir de t'ébranler. Quand tu réponds avec un détachement calme, tu ne nies ni, tu ne confirmes directement les accusations. Tu acknowledges sans t'approprier. Une réponse courte et neutre te maintient centré tout en renvoyant la responsabilité à l'autre. Tu ne combats pas son récit, tu te tiens en dehors. Cette position est profondément déstabilisante pour ceux qui s'attendent à un engagement émotionnel. Le détachement inverse l'équilibre du pouvoir parce qu'il supprime l'urgence. Les attaques se nourrissent de réactions. Sans elles, elles s'éteignent. L'autre commence alors à escalader, à se répéter ou à chercher l'approbation des autres. Chacun de ces mouvements le rend plus réactif et instable, tandis que tu restes mesuré et ancré. Les observateurs se rangent instinctivement du côté de celui qui semble en contrôle. Le détachement calme protège ton image à long terme. Les réactions émotionnelles peuvent sembler satisfaisantes sur le moment, mais elles restent dans les mémoires. On se rappelle de celui qui a perdu le contrôle, on se rappelle de celui qui a paru ébranlé. Le détachement ne laisse aucune trace de ce genre. Il te permet de quitter l'interaction proprement sans avoir exposé quoi que ce soit de personnel ou de stratégique. Cette approche est particulièrement efficace parce qu'elle va à l'encontre de l'intuition. Les êtres humains sont programmés pour refléter les émotions. Lorsqu'on nous confronte de manière agressive, nous nous attendons à répondre sur le même ton ou à nous effondrer dans la défense. Le détachement brise ce miroir. Il crée une dissonance émotionnelle. L'autre se sent exposé, tandis que tu restes opaque. Cela demande de la discipline. Le détachement consiste à résister à l'envie de corriger immédiatement les malentendus. Il s'agit de laisser les autres rester avec leurs suppositions. Cette retenue est inconfortable au début, surtout si tu as l'habitude de t'expliquer pour maintenir la paix ou obtenir l'approbation. Mais l'approbation n'est pas le pouvoir. La stabilité l'est. Les réponses détachées te donnent aussi de la flexibilité. Tu ne t'engages pas dans une position sous pression. Tu ne t'enfermes pas dans des déclarations qui pourraient être utilisées contre toi plus tard. Tu laisses de l'espace pour agir, ajuster ou répondre selon tes conditions, pas les leurs. Avec le temps, les gens apprennent quelque chose d'important à ton sujet. Ils comprennent que la manipulation émotionnelle ne fonctionne pas, que la pression n'arrache pas d'explication, que tu n'es pas facilement provoqué. Cette réputation à elle seule réduit les défis futurs. Le détachement calme envoie un message silencieux plus fort que n'importe quelle défense. Il dit que tu es centré, autonome et inébranlable. Et dans un monde mu par le chaos émotionnel, celui qui reste calme se place automatiquement au-dessus du bruit. Troisième principe, transformer l'ambiguïté en arme. L'ambiguïté met la plupart des gens mal à l'aise. L'esprit humain recherche la clarté, les étiquettes et la certitude. Machiavel comprenait cette faiblesse et l'utilisait comme un outil. Quand tu expliques trop clairement, tu donnes aux autres quelque chose de solide à attaquer. Quand tu restes ambigu, tu leur refuses ce terrain. Le pouvoir grandit là où la certitude disparaît.
Utiliser l'ambiguïté comme arme signifie révéler moins que prévu et jamais plus que nécessaire. Tu ne te presses pas de clarifier tes intentions, tes motivations ou tes mouvements futurs. Tu laisses tes paroles ouvertes. Ce n'est pas de la confusion, c'est un contrôle délibéré. Les explications claires satisfont la curiosité, mais affaiblissent le levier. L'ambiguïté garde ce levier entre tes mains. Quand les gens ne peuvent pas te lire complètement, ils commencent à spéculer. Et la spéculation est dangereuse, car elle comble les vides avec l'imagination. Certains supposeront que tu es stratégique, d'autres que tu es connecté, préparé, ou que tu retiens des informations. Rarement on suppose la faiblesse face à une imprécision maîtrisée. Le silence et l'ambiguïté gonflent souvent la force perçue. L'ambiguïté te protège aussi de l'engagement. Dès que tu expliques en détail, tu t'enfermes dans des attentes. Les autres commencent à te mesurer à tes paroles. L'ambiguïté te maintient flexible. Tu peux ajuster ta trajectoire sans paraître incohérent, puisque tu n'as jamais révélé le plan complet. Cette stratégie transfère le travail psychologique aux autres. Au lieu que tu t'efforces de convaincre ou de clarifier, ce sont eux qui travaillent à interpréter. Cet effort mental crée un déséquilibre. Celui qui réfléchit le plus à l'interaction n'en a plus le contrôle. Il réagit à toi et non l'inverse. Dans les environnements sociaux et professionnels, l'ambiguïté augmente l'autorité, parce qu'elle reflète la manière d'agir des figures de pouvoir. Les dirigeants, les décideurs et les personnes influentes expliquent rarement chaque mouvement. Ils parlent en termes généraux. Ils suggèrent plutôt qu'ils ne révèlent. Ce schéma signale la hiérarchie. Inconsciemment, on associe le flou à un statut plus élevé, car ceux qui sont au sommet n'ont pas besoin de se justifier. L'ambiguïté limite aussi la vulnérabilité. Les explications détaillées exposent les peurs, les priorités et les insécurités. Les réponses vagues protègent ton monde intérieur. Les autres ne peuvent pas exploiter ce qu'ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas tordre des motivations qui n'ont jamais été exprimées. Ils ne peuvent pas contester des intentions qui n'ont jamais été confirmées. Utiliser l'ambiguïté efficacement demande de la retenue. La tentation est de trop parler quand on te questionne. La discipline est de s'arrêter tôt. Une courte pause, une phrase mesurée ou une réponse non engageante ont souvent plus de poids qu'une explication complète. Cela signale que tu choisis ce que tu révèles et que tu ne luttes pas pour être compris. Avec le temps, l'ambiguïté forge une réputation. On commence à te voir comme quelqu'un dont les actes comptent plus que les mots, dont le silence a un sens, qui n'est pas facilement décodable. Cette réputation à elle seule augmente l'influence, car on te traite avec prudence quand on n'est pas sûr de tes limites ou tes intentions. L'ambiguïté utilisée comme arme ne relève pas de la tromperie, mais de la préservation du pouvoir. En refusant de trop clarifier, tu restes en avance sur l'interprétation, en avance sur le jugement et en avance sur le contrôle. Dans cette incertitude, ta présence devient plus imposante que n'importe quelle explication ne pourrait jamais l'être. Quatrième principe, laisse tes actions parler pour toi. Les mots invitent à débat, les actions mettent fin. Machiavel comprenait que le pouvoir se prouve, il ne s'explique pas. Dès que tu commences à justifier des plans, des intentions ou des ambitions, tu les exposes à l'ingérence. Les opinions se forment, la résistance grandit, l'envie s'éveille. Laisser l'action parler supprime tout cela avant qu'il ne commence. En agissant en silence, tu refuses aux autres l'occasion de saboter, de critiquer ou de se préparer contre toi. La plupart des gens annoncent ce qu'ils vont faire parce qu'ils recherchent la validation. Ils veulent être rassurés. Mais la validation est un échange. Tu troques un levier futur pour un confort immédiat. Le pouvoir exige l'échange inverse. Les actions qui parlent ne cherchent pas les applaudissements. Elles apparaissent une fois le travail accompli. Les résultats changent instantanément la conversation. Personne ne demande pourquoi tu as choisi une voie quand elle est clairement fonctionnée. Personne n'exige d'explication de quelqu'un qui se tient dans une réussite visible. La réussite compresse la justification en un seul fait indéniable. Il y a aussi un changement psychologique quand tu cesses de t'expliquer et que tu commences à agir. Tu t'ancres intérieurement. Ta confiance ne dépend plus de l'accord des autres. Tu n'as plus besoin de permission ni d'approbation pour avancer. Cette indépendance est perçue par les autres même quand rien n'est dit.
Les gens réagissent différemment face à ceux qui agissent sans demander. Le silence combiné à l'action crée une asymétrie. Pendant que les autres parlent, tu avances. Pendant qu'ils analysent des possibilités, tu accumules des résultats. Au moment où ils comprennent ce que tu faisais, c'est déjà réel. Cet avantage de timing est l'une des formes de pouvoir les plus sous-estimées. Laisser les actions parler filtre aussi ton public. Ceux qui respectent les résultats reconnaissent ta valeur sans explication. Ceux qui exigent des justifications constantes se révèlent comme du bruit. Tu économises de l'énergie en n'essayant pas de convaincre tout le monde. Le pouvoir grandit quand tu choisis où investir ton attention. Un autre avantage est le contrôle du récit. Lorsque tu expliques tes intentions trop tôt, les autres cadrent ton histoire à ta place. Ils attribuent des motivations, jugent la direction et définissent le succès selon leurs propres critères. Quand tu agis d'abord, le récit se construit autour de ce qui s'est produit, pas autour de ce qui avait été promis. La réalité devient ton bouclier. L'action silencieuse limite aussi l'exposition émotionnelle. Parler de projet lie ton identité à des résultats qui n'existent pas encore. Si quelque chose échoue, tu te sens obligé de t'expliquer. Quand tu avances en silence, les ajustements se font en privé. Il n'y a pas de retraite publique, pas d'image abîmée, pas besoin de défendre des idées inachevées. Avec le temps, cette approche change la manière dont les gens t'abordent. Ils cessent de demander ce que tu vas faire. Ils commencent à observer ce que tu fais. L'attention se déplace de tes mots vers ton comportement. C'est une position supérieure. Elle te place au-delà de la discussion et dans le champ de l'observation. Machiavel avertissait que ceux qui révèlent trop invitent l'opposition. Ceux qui agissent avec décision invitent l'adhésion. L'action porte l'autorité parce qu'elle exige engagement, risque et exécution. Parler n'exige rien de tout cela. Quand tes actes parlent, le silence devient crédibilité. Tu n'as plus besoin d'expliquer tes choix car ton mouvement a déjà répondu à la question. Et dans un monde rempli de bavards, celui qui avance discrètement et livre des résultats devient impossible à ignorer. Cinquième principe, projeter une confiance inébranlable. La confiance ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu laisses voir. Machiavel comprenait que la perception façonne la réalité plus que la vérité elle-même. Les gens suivent celui qui paraît certain, pas celui qui a raison mais hésite. La projection de la confiance crée l'autorité bien avant l'examen des résultats. La confiance inébranlable commence par le contrôle de l'expression. Le doute peut exister à l'intérieur, mais il ne fuit jamais vers l'extérieur. Dès que l'incertitude devient visible, les autres sentent une permission de questionner, de contester ou de saper. Les longues explications naissent souvent du besoin d'adoucir le doute. Les supprimer préserve l'illusion de certitude et l'illusion suffit souvent. Les êtres humains recherchent instinctivement des signaux de stabilité. Ils lisent le ton, la posture, le rythme et l'immobilité. Une voix posée communique le contrôle. Des mouvements mesurés suggèrent la délibération. Une respiration calme signale la domination des émotions. Rien de tout cela ne requiert du talent, seulement de la retenue. La retenue est le fondement de la confiance projetée. Le doute public endommage l'autorité, parce qu'il transfère le fardeau de la croyance aux autres. Quand tu t'expliques trop, tu invites la réassurance. Tu demandes à être cru au lieu de présumer la croyance. Cela inverse la hiérarchie. La confiance projetée proprement fait l'inverse. Elle suppose l'acceptation et force les autres à s'aligner ou à rester seuls. Cette projection influence aussi la manière dont les erreurs sont interprétées. Les personnes confiantes sont pardonnées plus vite. Leurs erreurs sont perçues comme des risques calculés plutôt que comme de l'incompétence. Le même résultat, jugé sous l'incertitude, paraît imprudent. La confiance reconfigure la perception sans changer les faits. Un autre élément clé est le refus de surcorriger. Lorsqu'on te met au défi, l'instinct est de clarifier chaque détail pour reprendre le contrôle. Cela se retourne généralement contre toi. La surcorrection signale l'insécurité. Une projection confiante permet à la tension d'exister sans résolution. Elle tient l'espace au lieu de le remplir de justifications. La confiance régule aussi la manière dont les autres te traiteront à l'avenir. On se souvient de celui qui est resté ferme. On se rappelle de celui qui n'a pas cédé sous la pression. Avec le temps, les défis se raréfient parce que les expectatives changent. Tu deviens connu comme quelqu'un qui ne vacille pas et ne s'explique pas excessivement. Cette projection n'est pas de l'arrogance. L'arrogance cherche l'attention. La confiance n'en a pas besoin. Elle reste silencieuse, stable et immobile. L'arrogance réagit, la confiance observe. La différence se ressent immédiatement et se respecte instinctivement.
Maintenir cette présence exige de la discipline. Tu dois résister à l'envie de convaincre. Tu dois tolérer l'incompréhension. Tu dois laisser les autres composer avec une information incomplète. Cet inconfort est le prix de l'autorité. Ceux qui l'acceptent s'élèvent au-delà de l'explication. Machiavel comprenait que les hommes jugent avec leurs yeux. Ce qu'ils voient devient vérité pour eux. S'ils voient de la confiance, ils supposent de la compétence. S'ils voient du calme, ils supposent du contrôle. Les mots changent rarement cette impression une fois formée. Projeter une confiance inébranlable ne consiste pas à mentir aux autres, mais à maîtriser ce que tu révèles. En retirant le doute de la surface, tu retires aux autres tout levier. Et dans cette absence, ta présence devient ferme, centrée et difficile à contester. Sixième principe, projeter une confiance inébranlable. La confiance ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu laisses voir. Machiavel comprenait que la perception façonne la réalité plus que la vérité elle-même. Les gens suivent celui qui paraît certain, pas celui qui a raison mais hésite. La projection de la confiance crée l'autorité bien avant l'examen des résultats. La confiance inébranlable commence par le contrôle de l'expression. Le doute peut exister à l'intérieur, mais il ne fuit jamais vers l'extérieur. Dès que l'incertitude devient visible, les autres sentent une permission de questionner, de contester ou de saper. Les longues explications naissent souvent du besoin d'adoucir le doute. Les supprimer préserve l'illusion de certitude et l'illusion suffit souvent. Les êtres humains recherchent instinctivement des signaux de stabilité. Ils lisent le ton, la posture, le rythme et l'immobilité. Une voix posée communique le contrôle. Des mouvements mesurés suggèrent la délibération. Une respiration calme signale la domination des émotions. Rien de tout cela ne requiert du talent, seulement de la retenue. La retenue est le fondement de la confiance projetée. Le doute public endommage l'autorité, parce qu'il transfère le fardeau de la croyance aux autres. Quand tu t'expliques trop, tu invites la réassurance. Tu demandes à être cru au lieu de présumer la croyance. Cela inverse la hiérarchie. La confiance projetée proprement fait l'inverse. Elle suppose l'acceptation et force les autres à s'aligner ou à rester seuls. Cette projection influence aussi la manière dont les erreurs sont interprétées. Les personnes confiantes sont pardonnées plus vite. Leurs erreurs sont perçues comme des risques calculés plutôt que comme de l'incompétence. Le même résultat, jugé sous l'incertitude, paraît imprudent. La confiance reconfigure la perception sans changer les faits. Un autre élément clé est le refus de surcorriger. Lorsqu'on te met au défi, l'instinct est de clarifier chaque détail pour reprendre le contrôle. Cela se retourne généralement contre toi. La surcorrection signale l'insécurité. Une projection confiante permet à la tension d'exister sans résolution. Elle tient l'espace au lieu de le remplir de justifications. La confiance régule aussi la manière dont les autres te traiteront à l'avenir. On se souvient de celui qui est resté ferme. On se rappelle de celui qui n'a pas cédé sous la pression. Avec le temps, les défis se raréfient parce que les expectatives changent. Tu deviens connu comme quelqu'un qui ne vacille pas et ne s'explique pas excessivement. Cette projection n'est pas de l'arrogance. L'arrogance cherche l'attention. La confiance n'en a pas besoin. Elle reste silencieuse, stable et immobile. L'arrogance réagit, la confiance observe. La différence se ressent immédiatement et se respecte instinctivement. Maintenir cette présence exige de la discipline. Tu dois résister à l'envie de convaincre. Tu dois tolérer l'incompréhension. Tu dois laisser les autres composer avec une information incomplète. Cet inconfort est le prix de l'autorité. Ceux qui l'acceptent s'élèvent au-delà de l'explication. Machiavel comprenait que les hommes jugent avec leurs yeux. Ce qu'ils voient devient vérité pour eux. S'ils voient de la confiance, ils supposent de la compétence. S'ils voient du calme, ils supposent du contrôle. Les mots changent rarement cette impression une fois formée. Projeter une confiance inébranlable ne consiste pas à mentir aux autres, mais à maîtriser ce que tu révèles. En retirant le doute de la surface, tu retires aux autres tout levier. Et dans cette absence, ta présence devient ferme, centrée et difficile à contester. Sixième principe, projeter une confiance inébranlable. La confiance ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu laisses voir. Machiavel comprenait que la perception façonne la réalité plus que la vérité elle-même. Les gens suivent celui qui paraît certain, pas celui qui a raison mais hésite. La projection de la confiance crée l'autorité bien avant l'examen des résultats. La confiance inébranlable commence par le contrôle de l'expression. Le doute peut exister à l'intérieur, mais il ne fuit jamais vers l'extérieur. Dès que l'incertitude devient visible, les autres sentent une permission de questionner, de contester ou de saper.
Les longues explications naissent souvent du besoin d'adoucir le doute. Les supprimer préserve l'illusion de certitude et l'illusion suffit souvent. Les êtres humains recherchent instinctivement des signaux de stabilité. Ils lisent le ton, la posture, le rythme et l'immobilité. Une voix posée communique le contrôle. Des mouvements mesurés suggèrent la délibération. Une respiration calme signale la domination des émotions. Rien de tout cela ne requiert du talent, seulement de la retenue. La retenue est le fondement de la confiance projetée. Le doute public endommage l'autorité, parce qu'il transfère le fardeau de la croyance aux autres. Quand tu t'expliques trop, tu invites la réassurance. Tu demandes à être cru au lieu de présumer la croyance. Cela inverse la hiérarchie. La confiance projetée proprement fait l'inverse. Elle suppose l'acceptation et force les autres à s'aligner ou à rester seuls. Cette projection influence aussi la manière dont les... Il existe aussi un effet de hiérarchie. Ceux qui ont moins de pouvoir se précipitent pour répondre parce qu'ils craignent de perdre l'attention ou l'approbation. Ceux qui ont plus de pouvoir prennent leur temps. Ils partent du principe que la salle attendra. Une pause affirme silencieusement cette hypothèse. Elle te place plus haut dans l'ordre social sans dire un mot. Dans les conversations, les pauses font que les gens écoutent plus attentivement. Après le silence, les mots portent davantage de poids. Une réponse courte, après une pause, frappe plus fort qu'une longue explication livrée trop vite. Cette économie de parole renforce l'autorité, car elle suggère la précision plutôt que la verbosité. Les pauses te protègent aussi des pièges. Beaucoup de questions sont conçues pour provoquer, coincer ou extraire un engagement. Répondre instantanément t'enferme dans leur cadre. Une pause te permet de reconnaître l'intention et d'éviter d'être entraîné dans une position qui t'affaiblit. Avec le temps, l'usage de pauses stratégiques conditionne les autres. Ils interrompent moins, ils choisissent leurs mots avec plus de soin. Ils respectent l'espace que tu crées. Ce changement se produit discrètement, mais il dure. Machiavel savait que la retenue amplifie la présence. Celui qui peut rester à l'aise dans le silence communique la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi est le fondement de tout pouvoir extérieur. Les pauses stratégiques n'exigent pas la confiance, elles la créent. Chaque fois que tu fais une pause, tu te rappelles, et tu rappelles aux autres que tu n'es ni pressé, ni sous pression, ni contrôlé. Dans cette immobilité, l'autorité s'installe naturellement autour de toi. 7e principe. Adopter une persona mystérieuse. Le mystère est un multiplicateur de force. Machiavel comprenait que l'on craint et respecte ce que l'on ne peut pas comprendre entièrement. Quand tout chez toi est visible, prévisible et expliqué, tu deviens facile à gérer. Quand certaines parts restent cachées, tu deviens difficile à lire et la difficulté crée de la distance. La distance crée l'autorité. Adopter une persona mystérieuse ne signifie pas agir de manière étrange ou trompeuse. Cela signifie contrôler l'accès. Tu décides ce que les autres savent, quand ils le savent et dans quelle mesure. La plupart des gens se livrent trop parce qu'ils recherchent la connexion. Le pouvoir vient de la révélation sélective, pas de l'ouverture totale. Une présence mystérieuse change le comportement des gens autour de toi. Ils écoutent plus attentivement, ils hésitent avant de poser des questions intrusives, ils évitent le manque de respect gratuit. Cela se produit parce que l'incertitude augmente le coût perçu du franchissement de tes limites. Les gens sont prudents face à ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Le mystère protège aussi tes intentions. Quand les autres ne savent pas ce qui te motive, ils ne peuvent pas manipuler tes incitations. Quand ils ne peuvent pas anticiper ton prochain mouvement, ils ne peuvent pas s'y préparer. La prévisibilité est un confort pour les autres et une vulnérabilité pour toi. Dans les dynamiques sociales, ceux qui parlent moins deviennent souvent le centre de l'attention. Le silence attire le regard. Les réponses brèves suscitent la curiosité. La curiosité comble l'absence par la spéculation, et la spéculation exagère généralement. Les gens supposent de la profondeur, de la stratégie et du sérieux là où l'information manque. Une persona mystérieuse filtre aussi les relations. Ceux qui respectent les limites restent, ceux qui exigent un accès total révèlent leur sentiment de droit. Tu gagnes en clarté sur ceux qui te valorisent pour ta présence plutôt que pour l'information. Maintenir le mystère exige de la constance. Si tu expliques tout un jour puis te retires le lendemain, cela paraît artificiel. Le mystère fonctionne quand il semble naturel. Quand la retenue fait partie de ton identité, tu ne te caches pas, tu ne te proposes simplement pas. Cette persona t'offre aussi une protection émotionnelle. En révélant moins, tu donnes moins de points d'entrée. La critique perd en précision quand elle manque de détails. Les attaques deviennent vagues et les attaques vagues atteignent rarement leur cible. Machiavel écrivait qu'un dirigeant doit savoir dissimuler ses intentions. Cette dissimulation n'était pas un mensonge, mais une question de timing.
Révéler trop tôt affaiblit le levier. Révéler plus tard préserve le contrôle. Le mystère te permet de choisir ce moment. Avec le temps, le mystère se cumule. Chaque question sans réponse renforce l'image. Chaque réponse discrète approfondit l'impression. Les gens finissent par attribuer une intention à ton silence. Même la neutralité est interprétée comme une stratégie. Dans un monde où tout le monde s'explique sans fin, le mystère se distingue. Il signale l'indépendance vis-à-vis de l'approbation. Il communique que tu n'as pas besoin d'être compris pour avancer. Adopter une persona mystérieuse consiste à maîtriser ce qui reste non dit. Quand tu contrôles ton exposition, tu contrôles la manière dont les autres te perçoivent. Et lorsque la perception penche dans ta faveur, l'influence suit sans effort. 8e principe. Dire moins que nécessaire. Le pouvoir est économique. Il ne gaspille rien, surtout pas les mots. Machiavel comprenait que l'excès de parole affaiblit la position parce qu'il crée des ouvertures. Chaque phrase supplémentaire est un fil que quelqu'un peut tirer. Dire moins que nécessaire ferme ces ouvertures avant même qu'elles apparaissent. La plupart des gens parlent pour soulager une pression interne. Ils parlent pour se réduire l'inconfort, pour être aimé, pour se sentir compris. Cette habitude est coûteuse. Elle remet le contrôle à celui qui écoute. Celui qui a besoin de parler cherche l'équilibre. Celui qui reste bref l'a déjà. La brièveté signale la certitude. Quand tes réponses sont courtes, elles paraissent établies, non provisoires. Les longues explications sonnent comme des négociations avec la réalité. Les phrases brèves sonnent comme des conclusions. Cette différence façonne la manière dont les autres te répondent. Dire moins réduit aussi la responsabilité. Les mots peuvent être cités, détournés ou retenus de façon sélective. Le silence ne le peut pas. Un discours minimal limite la surface d'attaque. Les opposants ne peuvent pas contester ce qui n'a jamais été dit. Ils ne peuvent pas exploiter des détails qui n'ont jamais été partagés. Il y a aussi un avantage de tempo. Les réponses courtes ralentissent les conversations. Elles obligent les autres à faire le travail de prolongation. Cela vous place dans une position passive d'évaluation plutôt qu'une défense active. Vous devenez celui à qui on répond et non celui qui répond. La brièveté crée de l'autorité parce qu'elle imite la décision. Les leaders donnent des directives, pas de dissertation. Les juges rendent des verdicts, pas d'explications. Ce schéma est profondément ancré dans la perception humaine. Dire moins t'aligne avec des positions de finalité plutôt que d'incertitude. Cette approche renforce les limites. Quand tu expliques trop, tu invites d'autres questions. Chaque réponse devient une porte vers une nouvelle demande. Les réponses courtes ferment ces portes. Elles signalent que l'accès est limité et contrôlé. Dire moins que nécessaire ne signifie pas être froid ou méprisant. Cela signifie être intentionnel. Tu choisis des mots qui se suffisent à eux-mêmes. Tu t'arrêtes avant que le confort te pousse à continuer. Cette retenue devient visible avec le temps et change la manière dont les gens t'abordent. Dans les interactions difficiles, la brièveté prévient l'escalade. Les longues explications créent de la friction. Elles invitent au désagrément et à l'interprétation. Les réponses courtes réduisent le carburant émotionnel. Elles laissent moins de matière à réaction. Cela exige de la discipline. Le silence après avoir parlé est inconfortable. L'envie de le combler est forte. Résister à cette envie développe la force intérieure. Cela t'entraîne à rester avec l'inconfort sans céder le contrôle. Machiavel comprenait que la verbosité fait paraître les dirigeants incertains. La certitude exige moins de mots. Plus la position est solide, plus l'explication est courte. Avec le temps, dire moins que nécessaire devient une signature. Les gens reconnaissent ton style. Ils s'adaptent. Les conversations deviennent plus nettes. Le respect augmente parce que tes mots ont du poids. Dans un monde bruyant, la retenue est rare, et la rareté est un pouvoir. Quand tu dis seulement ce qui doit être dit et rien de plus, ta présence devient plus tranchante, plus claire et plus difficile à contester. 9e principe, laisse-les combler les vides. L'esprit humain déteste le vide. Quand l'information manque, les gens se précipitent pour compléter le tableau par eux-mêmes. Machiavel comprenait cet instinct et en voyait la valeur. Quand tu refuses de t'expliquer, tu ne laisses pas le silence vide, tu le laisses actif. Les autres s'y engouffrent pour le remplir à ta place. C'est là que le pouvoir se multiplie silencieusement. Quand les gens créent leurs propres interprétations, ils s'y investissent émotionnellement. L'histoire leur paraît réelle parce qu'ils en sont les auteurs. Que leurs conclusions te favorisent ou les inquiètent, elles modifient leur comportement à ton égard. Quand tu expliques tout, tu contrôles les détails, mais tu limites l'imagination. Quand tu n'expliques rien, l'imagination s'emballe. La plupart des gens supposent une intention là où rien n'a été dit. Ils attribuent de la prévoyance, de la stratégie ou une force cachée simplement parce qu'ils ne voient pas l'ensemble.
Laisser les autres combler les vides te distance aussi de la responsabilité de la perception. Tu n'as rien affirmé, tu n'as rien promis, tu n'as rien défendu. Leurs suppositions existent indépendamment de tes mots. Cela réduit la pression tout en augmentant l'influence. Le silence crée une asymétrie. Toi, tu sais ce que tu fais, eux, non. Ce déséquilibre façonne l'interaction. Les gens parlent plus prudemment lorsqu'ils ne sont pas sûrs. Ils hésitent avant de repousser les limites. L'incertitude engendre la prudence et la prudence joue en ta faveur. Cette dynamique filtre aussi les alliances. Ceux qui projettent des suppositions négatives révèlent leur peur ou leur insécurité. Ceux qui projettent du respect révèlent leur alignement. Tu obtiens des informations sur les autres sans te dévoiler. Leurs interprétations deviennent des outils de diagnostic. Laisser les autres remplir les vides protège aussi ta flexibilité. Si tu clarifies trop tôt, tu t'enfermes dans des attentes. Si tu restes silencieux, les résultats définissent le sens après coup. Le succès requalifie le silence en stratégie. Même l'échec devient ambigu plutôt qu'exposé. La plupart des confrontations s'effondrent quand il n'y a rien de concret à attaquer. Les accusations perdent de leur force sans confirmation. La critique devient spéculation, et la spéculation mobilise rarement une opposition réelle. Cette approche change aussi ta posture intérieure. Tu cesses de t'inquiéter de gérer la perception à chaque instant. Tu laisses la perception se former naturellement. Cela réduit l'anxiété et augmente le calme, ce qui renforce encore l'autorité. Machiavel comprenait que la rumeur et la supposition sont des outils de pouvoir. Les dirigeants qui les maîtrisent ne poursuivent pas la clarté, ils laissent l'ambiguïté agir. Les gens parlent, les histoires circulent, mais comme rien n'a été confirmé, rien ne peut être fixé. Avec le temps, cela crée une présence qui paraît plus grande que la réalité. Tu deviens quelqu'un entouré d'interprétations. Certains te craignent, d'autres t'admirent, très peu t'ignorent. Et l'attention, même indirecte, est une influence. Laisser les autres combler les vides n'est pas passif, c'est une retenue stratégique. Tu ne perds pas le contrôle du récit, tu refuses de le rétrécir en le surdéfinissant. Dans un monde avide d'explications, celui qui les retient gagne de l'espace. Et dans cet espace, la perception grandit. Le pouvoir y réside silencieusement, sans défense ni déclaration. 10e principe, maîtrise ton récit. Contrôler ton récit est la forme ultime de pouvoir. Machiavel savait que l'histoire retient l'image, pas l'explication. Ceux qui s'expliquent trop cèdent le contrôle de la perception. Chaque justification, chaque défense, chaque détail donne à quelqu'un d'autre le stylo pour écrire ton histoire. Maîtriser ton récit signifie décider de ce que les autres voient et façonner ce dont ils se souviennent. Quand tu t'expliques sans cesse, tu agis de manière réactive. Chaque défense répond à l'agenda de quelqu'un d'autre. Tu es tiré dans 1000 directions, répondant à des questions qui ne servent pas forcément ton but. La maîtrise du récit inverse cette dynamique. Tu décides de ce qui est révélé, quand cela est l'est et comment c'est présenté. Les autres réagissent à toi et non l'inverse. Un récit fort repose sur la retenue. Chaque mot, chaque action et chaque apparition publique y contribuent. Trop d'explications diluent le message et brouillent l'impact. Des actions concises, des déclarations contrôlées et des signaux délibérés préservent la clarté. Les gens se souviennent davantage des schémas que des détails, et ton récit se forme autour d'impressions cohérentes, pas d'explications exhaustives. La maîtrise implique aussi l'anticipation. Avant de répondre, demande-toi, est-ce que cette explication me renforce ou m'affaiblit ? Si elle diminue l'autorité, reste silencieux. Si elle renforce le contrôle, réponds stratégiquement et brièvement. L'objectif n'est pas d'éviter la communication, mais de la façonner intentionnellement. Chaque mot devient un outil ou un risque. Utilise-les avec parcimonie. Une autre louche est la réputation. Ton récit se renforce par la constance dans le temps. Les gens forment des attentes à ton égard. Quand tu es prévisible dans le style mais imprévisible dans les détails, tu conserves le mystère tout en paraissant stable. Cette combinaison renforce l'influence. Les observateurs savent que tu es délibéré sans pouvoir anticiper pleinement tes motivations. Cette incertitude joue en ta faveur. Maîtriser ton récit te protège aussi des rumeurs et des mauvaises interprétations. Quand d'autres tentent de te définir, tu résistes en limitant la matière. Moins tu donnes, moins ils peuvent manipuler. Le silence, l'ambiguïté et la révélation sélective construisent un bouclier invisible. Leurs suppositions peuvent être fausses, mais leur énergie est consommée à penser à toi plutôt qu'à agir contre toi. Cette approche change aussi ta posture intérieure. Tu cesses de t'inquiéter de gérer la perception à chaque instant. Tu laisses la perception se former naturellement.
Cela réduit l'anxiété et augmente le calme, ce qui renforce encore l'autorité. Machiavel comprenait que la rumeur et la supposition sont des outils de pouvoir. Les dirigeants qui les maîtrisent ne poursuivent pas la clarté, ils laissent l'ambiguïté agir. Les gens parlent, les histoires circulent, mais comme rien n'a été confirmé, rien ne peut être fixé. Avec le temps, cela crée une présence qui paraît plus grande que la réalité. Tu deviens quelqu'un entouré d'interprétations. Certains te craignent, d'autres t'admirent, très peu t'ignorent. Et l'attention, même indirecte, est une influence. Laisser les autres combler les vides n'est pas passif, c'est une retenue stratégique. Tu ne perds pas le contrôle du récit, tu refuses de le rétrécir en le surdéfinissant. Dans un monde avide d'explications, celui qui les retient gagne de l'espace. Et dans cet espace, la perception grandit. Le pouvoir y réside silencieusement, sans défense ni déclaration. 10e principe, maîtrise ton récit. Contrôler ton récit est la forme ultime de pouvoir. Machiavel savait que l'histoire retient l'image, pas l'explication. Ceux qui s'expliquent trop cèdent le contrôle de la perception. Chaque justification, chaque défense, chaque détail donne à quelqu'un d'autre le stylo pour écrire ton histoire. Maîtriser ton récit signifie décider de ce que les autres voient et façonner ce dont ils se souviennent. Quand tu t'expliques sans cesse, tu agis de manière réactive. Chaque défense répond à l'agenda de quelqu'un d'autre. Tu es tiré dans 1000 directions, répondant à des questions qui ne servent pas forcément ton but. La maîtrise du récit inverse cette dynamique. Tu décides de ce qui est révélé, quand cela est laid et comment c'est présenté. Les autres réagissent à toi et non l'inverse. Un récit fort repose sur la retenue. Chaque mot, chaque action et chaque apparition publique y contribuent. Trop d'explications diluent le message et brouillent l'impact. Des actions concises, des déclarations contrôlées et des signaux délibérés préservent la clarté. Les gens se souviennent davantage des schémas que des détails, et ton récit se forme autour d'impressions cohérentes, pas d'explications exhaustives. La maîtrise implique aussi l'anticipation. Avant de répondre, demande-toi, est-ce que cette explication me renforce ou m'affaiblit? Si elle diminue l'autorité, reste silencieux. Si elle renforce le contrôle, réponds stratégiquement et brièvement. L'objectif n'est pas d'éviter la communication, mais de la façonner intentionnellement. Chaque mot devient un outil ou un risque. Utilise-les avec parcimonie. Une autre louche est la réputation. Ton récit se renforce par la constance dans le temps. Les gens forment des attentes à ton égard. Quand tu es prévisible dans le style mais imprévisible dans les détails, tu conserves le mystère tout en paraissant stable. Cette combinaison renforce l'influence. Les observateurs savent que tu es délibéré sans pouvoir anticiper pleinement tes motivations. Cette incertitude joue en ta faveur. Maîtriser ton récit te protège aussi des rumeurs et des mauvaises interprétations. Quand d'autres tentent de te définir, tu résistes en limitant la matière. Moins tu donnes, moins ils peuvent manipuler. Le silence, l'ambiguïté et la révélation sélective construisent un bouclier invisible. Leurs suppositions peuvent être fausses, mais leur énergie est consommée à penser à toi plutôt qu'à agir contre toi. Cette approche change aussi ta posture intérieure. Tu cesses de t'inquiéter de gérer la perception à chaque instant. Tu laisses la perception se former naturellement. Cela réduit l'anxiété et augmente le calme, ce qui renforce encore l'autorité. Machiavel comprenait que la rumeur et la supposition sont des outils de pouvoir. Les dirigeants qui les maîtrisent ne poursuivent pas la clarté, ils laissent l'ambiguïté agir. Les gens parlent, les histoires circulent, mais comme rien n'a été confirmé, rien ne peut être fixé. Avec le temps, cela crée une présence qui paraît plus grande que la réalité. Tu deviens quelqu'un entouré d'interprétations. Certains te craignent, d'autres t'admirent, très peu t'ignorent. Et l'attention, même indirecte, est une influence. Laisser les autres combler les vides n'est pas passif, c'est une retenue stratégique. Tu ne perds pas le contrôle du récit, tu refuses de le rétrécir en le surdéfinissant. Dans un monde avide d'explications, celui qui les retient gagne de l'espace. Et dans cet espace, la perception grandit. Le pouvoir y réside silencieusement, sans défense ni déclaration. 10e principe, maîtrise ton récit. Contrôler ton récit est la forme ultime de pouvoir. Machiavel savait que l'histoire retient l'image, pas l'explication. Ceux qui s'expriment